En cas d'accident, la première chose à faire est de protéger les lieux de l'accident en le signalant pour éviter le suraccident. Puis, j'effectue un pré-diagnostic de l'état des victimes juste avant d'appeler les secours. Enfin, si j'ai suivi une formation, je pratique les premiers gestes de secours. Avant de quitter mon véhicule stationné dans une pente, je serre le frein à main. Mais cela n'est pas suffisant, car en cas de défaillance de ce dernier, la voiture risque de partir, prendre de la vitesse et causer un accident très grave. Je ne laisserai pas le levier au point mort, mais j'enclencherai une vitesse, de préférence la première, afin de bloquer la voiture. Je braquerai aussi les roues du côté opposé à la chaussée, à droite, afin que le véhicule ne puisse ni descendre ni traverser la route. La ligne discontinue qui délimite la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute permet aussi de vous repérer pour savoir si votre distance de sécurité est suffisante. Vous devez laisser un intervalle d'au moins 2 lignes entre votre véhicule et celui que vous suivez. Ici, cet intervalle de 2 lignes n'étant pas respecté, vous êtes trop près de la voiture qui vous précède. En suivant, comme ici, un véhicule à trop faible distance, vous ne pourrez éviter la collision si son conducteur freine brutalement. De nombreux carambolages, aux conséquences dramatiques, auraient pu être évités si chacun respectait ses distances de sécurité. En matière d'assurance automobile, seule la garantie responsabilité civile est obligatoire. Elle permet de garantir les dommages causés aux tiers, c'est-à-dire aux autres. Elle permet donc l'indemnisation des dommages occasionnés à mes passagers et aux autres usagers. En revanche, elle ne couvre pas les dommages causés à mon véhicule, ni les dommages corporels que je pourrais subir moi-même. Pour jouer pleinement son rôle protecteur, la ceinture de sécurité doit être tendue. Les ceintures actuelles sont conçues pour qu'en cas de choc, la tête entre en contact avec l'airbag lorsque ce dernier a fini de se déployer. Si la ceinture est détendue, le choc entre la tête et l'airbag va se produire au moment où ce dernier se déploie, donc trop tôt, et entraîner des lésions à la tête, souvent mortelles. Il est donc interdit de détendre la ceinture de sécurité avec une pince ou tout autre objet. Ce voyant rouge n'indique pas une pression d'huile insuffisante, ni le fonctionnement du dégivrage de la vitre arrière. Il prévient d'une surchauffe du moteur. Il est normal qu'il s'allume avant le démarrage. En revanche, s'il fonctionne quand la voiture roule, il y a un dysfonctionnement dans le système de refroidissement. Pour ne pas endommager définitivement le moteur, je m'arrête avec prudence le plus tôt possible et fais appel à un spécialiste. Les catadioptres de ce camion étant de forme rectangulaire, c'est un véhicule isolé. S'il tractait une remorque ou semi-remorque, il serait triangulaire. Ce camion ne transporte pas de matière dangereuse. Si c'était le cas, une plaque orange et au moins un losange indiquant le symbole du danger serait apposé sur le véhicule. L'analyse d'une situation fait partie du temps de réaction. Elle sera plus rapide si elle est connue. Le temps de réaction sera donc plus long si la situation est inconnue ou si elle nécessite une analyse plus approfondie. Même s'il s'agit d'un conducteur en panne, ce piéton est en danger. Il n'a pas enfilé son gilet de sécurité au préalable, il n'est donc pas visible de loin. Je ralentis pour le croiser, puis je m'écarte, en actionnant mon clignotant afin de prévenir derrière moi ou en actionnant mes feux de détresse.
La ligne continue de gauche et la position des panneaux indique que la chaussée est à sens unique. Je ne dois donc pas faire demi-tour car je roulerai en sens interdit. Sur ce type de route à deux chaussées, séparées par un terre-plein central, la vitesse, généralement limitée à 110 km/h, est abaissée à 100 pour les conducteurs en période probatoire. Mais, comme ici les panneaux limitent la vitesse de tous les usagers à 90 km/h, je ne pourrai rouler qu'à 90 au maximum. La monotonie de la conduite, notamment en ligne droite et sur autoroute, entraîne une baisse de vigilance allant jusqu'à l'assoupissement. Pour limiter ce risque, je maintiens un minimum d'activité en écoutant par exemple la radio. Je m'arrête fréquemment. En rappel, une pause de 15 à 20 minutes est nécessaire au moins toutes les 2 heures, mais je dois m'arrêter dès que des signes de fatigue se manifestent. Constamment, le conducteur perçoit des indices, les analyse et prend des décisions avant d'agir. Dans les accidents de la circulation, la défaillance du conducteur la plus souvent en cause est une analyse erronée de la situation. La perception défaillante ou tardive d'un indice est la deuxième cause, puis vient ensuite une décision inadaptée. Les erreurs dans la manipulation des commandes ne sont relevées que dans 6% des accidents. Tout cela prouve bien qu'on conduit avant tout avec sa tête. L'ambulance que je vais croiser se déplace pour une intervention urgente puisque ses gyrophares fonctionnent. Je dois, au besoin, m'arrêter pour lui faciliter le passage. Je ferai cet arrêt à côté de la voiture noire qui est garée à contresens. L'absence de rétroviseur de ce côté me permet de serrer un peu plus à droite. La ligne continue de gauche et le terre-plein central m'informent que je circule sur une chaussée à sens unique. Aucun véhicule n'arrivera donc en face. En regardant dans mes rétroviseurs, je constate que personne n'est sur le point de me dépasser. Toutes les conditions sont donc réunies pour entreprendre ma manœuvre. Je dépasse. La large ligne à traits resserrés délimite une voie réservée aux autobus. Dans cette voie, je suis en infraction car mon stationnement est considéré comme gênant. Ici, je risque une amende correspondante aux contraventions de 4e classe et la mise en fourrière de mon véhicule. En revanche, aucun retrait de points n'est prévu pour cette infraction. J'entre dans une agglomération. Pour éviter les nuisances sonores, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Je pourrai donc klaxonner uniquement si cela a pour but d'éviter un accident. Quand la conduite est monotone, écouter de la musique permet au conducteur de maintenir un minimum de vigilance et donc de lutter contre la fatigue. Mais l'effet de la musique n'est bénéfique que si le niveau sonore est raisonnable. S'il est trop élevé, il va au contraire fatiguer plus vite et réduire la concentration. De plus, un excès de bruit peut priver le conducteur d'une information auditive importante, comme le bruit d'un moteur ou d'un klaxon. Le feu rouge clignotant et les demi-barrières fermées imposent l'arrêt. Si j'avançais jusqu'au feu, je bloquerais le passage des usagers qui pourraient venir de la rue de droite ou l'emprunter. Pour laisser l'intersection libre, je reste où je suis. Les piétons, très vulnérables en cas de choc, peuvent aussi à tout moment faire des écarts, perdre l'équilibre ou chuter. Circulant en agglomération, je dois m'écarter d'au moins 1 mètre pour les dépasser. Ici, en laissant cet espace, je risque d'accrocher la voiture en face. Je ne dois donc pas dépasser le piéton. Je ralentis afin de croiser la voiture avant d'être à hauteur de celui-ci. Je le dépasserai quand la voie de gauche sera libre. Un bon réglage de l'appui-tête améliore le confort, mais aussi la sécurité.
En cas de choc, il retient la nuque, ce qui évite notamment le coup du lapin. Je sors de l'agglomération de Champagnole et j'entre dans le lieu-dit sur les Moutous. L'interdiction d'utiliser l'avertisseur sonore ne s'applique pas dans les lieux-dits. Je pourrais donc klaxonner si nécessaire. Une zone de travaux est toujours un endroit dangereux. Mais ici, elle l'est tout particulièrement. En effet, j'approche d'un passage très délicat où un camion de chantier occupe toute la voie de droite. De plus, les ouvriers qui travaillent autour du camion empiètent sur ma voie. Dans ces conditions, circuler à 80 km/h est trop rapide. Pour la sécurité des ouvriers, je dois donc ralentir. Contraint de rouler très lentement en raison d'un problème mécanique, j'allume les feux de détresse afin de ne pas surprendre les usagers qui arrivent derrière. Je ne reviens pas sur la voie de circulation. Je reste au contraire le plus possible à droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence qui n'est pas très large à cet endroit. Sur cette voie rapide, mon allure très lente constitue une gêne et un danger pour la circulation. J'emprunterai donc la sortie annoncée. Pour supprimer la gêne de la ceinture sur son cou, l'enfant peut être tenté de passer la ceinture sous le bras ou derrière son dos, rendant inefficace la retenue du haut du corps. Ainsi positionnée, la ceinture en cas de choc va blesser l'enfant au cou. Un enfant de cette taille doit être installé sur un rehausseur de façon à ce que la ceinture arrive sur son épaule sans le gêner. Avant le massif fleuri, la ligne de rive discontinue délimite un accotement sur lequel le stationnement et l'arrêt sont autorisés. Après ce massif, la ligne continue interdit de stationner et de s'arrêter sur ce même accotement. Pour prendre les autostoppeuses, je peux par conséquent m'arrêter avant les fleurs, mais pas après. Ces panneaux lumineux à messages variables donnent des indications diverses. Ils peuvent annoncer, comme ici, la présence de travaux. Mais ils peuvent aussi donner des indications sur l'état de la circulation ou la température extérieure. Ils informent les usagers de l'autoroute de tous les événements qui peuvent survenir en temps réel. Ils diffusent aussi des messages de prévention. Le feu est vert, mais les signaux des agents prévalent sur la signalisation, les feux et autres règles de circulation. Voyant l'agent de face, je dois donc m'arrêter à la ligne d'effet des feux, sans tenir compte du feu vert. Dans cette position, il ouvre le passage aux usagers qui circulent sur la chaussée transversale, bien qu'ils aient le rouge. L'éclairage de la plaque d'immatriculation, qui fonctionne en même temps que les feux arrière, doit la rendre visible à 20 mètres au moins, la nuit par temps clair. Ce signal n'indique pas une direction obligatoire, mais une circulation à sens unique. Je peux donc aussi bien continuer tout droit que tourner à droite. En marche normale, je dois utiliser la voie la plus à droite. Cependant, cette règle ne s'applique pas pour le franchissement d'un poste de péage. La voie où je me trouve est surmontée d'un panneau lumineux indiquant que je peux payer par carte bleue. Je suis donc bien placé pour franchir ce poste de péage. En agglomération, la différence de vitesse moyenne entre un vélo et une voiture est réduite. En effet, en voiture, on perd souvent du temps dans les embouteillages ou en cherchant une place de stationnement. Pour parcourir 2 km, il faudra en moyenne 5 minutes en voiture et 8 minutes à vélo. Vous abordez une intersection avec une signalisation de céder le passage. Vous devez donc laisser passer la voiture bleue. Comme vous, la voiture blanche rencontre un céder le passage.
Lorsque deux véhicules rencontrent la même signalisation, la règle de la priorité à droite doit être appliquée. Comme vous tournez à gauche, vous devez donc céder le passage à la voiture en face. Pour réduire la pollution et économiser de l'énergie, il faut régulièrement vérifier l'état des bougies et du filtre à air. L'encrassement d'un de ces éléments entraîne une surconsommation de carburant. Sur une chaussée à sens unique, vous êtes bien placé pour tourner à gauche. Un véhicule manœuvre devant vous. Vous ne pouvez pas vous déporter sur la voie de droite car un motocycliste, visible dans le rétroviseur et très proche de vous, l'occupe. Vous devez ralentir afin de faire face à toute éventualité. Le véhicule qui manœuvre est suffisamment loin pour ne pas constituer de danger immédiat. Vous ne devez donc pas utiliser l'avertisseur sonore. Comme vous restez dans cette voie pour tourner à gauche, vous devez laisser votre clignotant gauche allumé. Même s'il est important de responsabiliser son enfant dès le plus jeune âge, il revient à l'adulte de vérifier que l'enfant attache sa ceinture correctement. Ici, la sangle est vrillée, ce qui réduit l'efficacité de la ceinture. Le signal triangulaire m'oblige à céder le passage, mais pas à marquer l'arrêt. Le panneau bleu indique que seuls les cyclistes peuvent venir de droite. Mais rien ne leur interdit d'emprunter cette rue dans l'autre sens. Ils peuvent donc venir aussi bien de gauche que de droite. En règle générale, vous pouvez dépasser dans une intersection lorsque le feu est vert, mais vous ne pouvez le faire que dans la mesure où aucun cas d'interdiction ne se présente. Ici, vous tournez à droite, le cycliste également. La visibilité n'est pas suffisante pour entreprendre le dépassement. Cette manœuvre dangereuse vous obligerait à emprunter la partie gauche de la chaussée. Vous ne pouvez donc pas dépasser le cycliste. Circuler sous l'emprise de drogue constitue un délit. Le conducteur encourt alors une amende de 4 500 €, un emprisonnement de 2 ans, un retrait de 6 points et des peines complémentaires comme la suspension ou l'annulation du permis. Quand je tourne le volant, si ma trajectoire est imprécise, je vérifie si mes pneus sont bien gonflés. En effet, cela peut être dû à un sous-gonflage ou à une crevaison. Si le problème persiste, je vais voir un garagiste. En ce qui concerne l'utilisation des feux, j'applique les mêmes règles sous un tunnel que pour la conduite de nuit. L'intérieur n'est pas éclairé, mais je ne devrais pas rouler en feu de route car je vais croiser un usager. À l'entrée de ce tunnel, je roulerai donc en feu de croisement pour ne pas l'éblouir. C'est donc le voyant vert qui sera allumé.